Gabon, le coup d'État contre Ali Bongo, est-ce la fin d'un système politique? Les régimes autoritaires surestiment leur puissance à l'excès et banalisent l'exaspération de leur camp. Tel est le sort du régime Bongo, qui vient d'être mis à bas par l'armée au terme d'une consultation controversée. Ali Bongo s'apprêtait à gagner un troisième mandat. Il aurait remporté 64,27% des suffrages exprimés lors d'une élection que l'opposition a qualifiée de simulacre. Selon l'arbitre électoral, le principal adversaire d'Ali Bongo, Albert Hondo Ossa, est arrivé en deuxième position avec 30,77% des voix. En pareil cas de figure, ce sont des élections concurrentielles non démocratiques, au sens où Guy Hermet, Alain Rouquier et Juan Lins, trois politologues, l'entendent dans leur essai, devenu un classique, les élections pas comme les autres. Ces politologues définissent les élections concurrentielles non démocratiques comme étant des élections où la liberté de l'électorat n'est pas garantie et où la concurrence entre les candidats n'est pas parfaite. Les élections ont été un ascenseur pour la dynastie Bongo qui s'est renouvelée au pouvoir par la maîtrise des techniques frauduleuses. Fils de l'ancien président Omar Bongo qui a régné de 1967 à 2009, Ali Bongo est pour sa part soutenu par le PDG fondé par son père. Ce parti monopolise le pouvoir depuis plus d'un demi-siècle dans ce pays d'Afrique centrale, riche en pétrole. Et pour avoir instrumentalisé jusqu'à l'ivresse les élections frauduleuses, le régime s'est effondré. Mais comment expliquer cet effondrement? Il y a d'abord une exaspération générale des sociétés africaines qui semblent connaître un cycle d'expérimentation spécifique de la démocratisation, après celui des années 90 qui coïncidait avec le discours de François Mitterrand de la Baule. Il y développait la théorie de la double coïncidence de la démocratie et de l'éligibilité de l'aide internationale. C'est l'équation démocratisation égale aide. De nombreux régimes y ont survécu et d'autres ont disparu. Les régimes survivants ont eu sacrifié les destins de leur peuple, puis se sont transformés en véritables dynasties. Dans les républiques dynastiques, les présidents concentrent le pouvoir entre leurs mains et établissent des systèmes de gouvernement personnel qui sont de nature néo-patrimoniale, c'est-à-dire ils disposent à leur guise des ressources nationales dans une entente parfaite avec les dirigeants occidentaux, bénéficiaires des placements les plus juteux et les investissements dans l'immobilier et dans les palaces de luxe. Ces républiques dynastiques sont des régimes kleptocratiques qui n'intègrent en leur sein des familles liagères, des membres de la même tribu, des adhérents fervents au système de la mangeoire et de la politique du ventre. Tous les régimes autoritaires en Afrique se sont laissés tenter par la démocratie électorale. La fréquence des consultations, quoique interrompue par les crises à répétition, entraînées par les fraudes grotesques, suscite la colère des sociétés africaines, de la jeunesse et du développement de la rue, des agoras entre guillemets et des parlements patriotiques. Vers les années 1980 et au début des processus de démocratisation en Afrique, la violence électorale et politique était causée par la détermination des partis au pouvoir, alors en but à la contestation de partis d'opposition émergents, à se maintenir au pouvoir, écrit un rapport du groupe des sages de l'Union africaine. Dans cette phase fragile du processus de démocratisation, les partis au pouvoir habitués à occuper les devants de la scène n'étaient pas disposés à reconnaître la contribution et la légitimité des forces d'opposition. Il faut le souligner également, de nouveaux mouvements politiques émergent, portés par des jeunes, issus notamment de la culture urbaine et des quartiers périphériques. Ils se nomment entre autres Y en a marre au Sénégal, Balai citoyen au Burkina Faso, Filembi et Lucha en République démocratique du Congo RDC. Puis des nouvelles icônes africaines détrônent tant par leur discours et leur façon de faire la classe politique traditionnelle. Dotés d'une dimension décoloniale, leur projet constitue un défi adressé à la classe politique et même à la société civile
du fait de son aspect transversal, puisqu'il allie une action politique réelle à un positionnement citoyen. Par une combinaison ajustée de la société civile et d'autres acteurs qui forcent ces détenteurs du régime à céder, pensons par exemple au Burkina Faso de Blaise Compaoré, du Sénégal sous Abdou Diouf, de la Guinée, du Mali, des acteurs soutenus par la jeunesse introduisent des mécanismes démocratiques qui, associés à l'introduction des réseaux sociaux, diffusent un discours anticolonial, revendicatif, saisi par les logiques de puissance. Des entrepreneurs de cause, des lanceurs d'alerte, mobilisent l'opinion publique contre l'emprise néocoloniale, accusée d'être l'artisan de l'économie du pillage des ressources du continent. Et puis ces entrepreneurs de cause souhaitent également s'ouvrir à de nouveaux acteurs géopolitiques. La Russie, la Chine en profitent et les acteurs locaux tentent de s'autonomiser et reconsidèrent les rapports d'État soumis aux puissants. Mais il faut se garder, à côté de ces explications, de toute euphorie, notamment au Gabon où le candidat supposé vainqueur aux élections évoque le coup d'État de Palais. Ali Bongo est viré, vive le système Bongo. De plus, le général Brice Oligui Nguema, un ancien proche d'Omar Bongo, serviteur du père, est l'un des piliers du système sécuritaire de Bongo. Un général qui a la même filiation tribale ou communautaire de Bongo, tandis que son nom est même cité dans des cas de corruption, bénéficiaire du système politico-financier, distributeur de prébendes. Grâce aux institutions du gouvernement à parti unique, à la corruption néopatrimoniale et à la parenté politique, le clan Bongo a conservé le pouvoir donc pendant 56 ans. D'ailleurs, le général en place est peu avare sur la durée de transition et du calendrier, et c'est sans doute pour ces raisons qu'il ne se montre pas hostile envers la France, contrairement au Niger. C'est dire que l'Afrique s'ouvre vers de nouvelles expériences sans qu'on soit capable de prédire une distribution égalitaire des richesses nationales et la mise sur agenda des politiques publiques favorables aux faibles et aux souffrants. En Haïti, peu importe qu'on soit accusé d'être nostalgique de l'armée, il est à souhaiter que les différents corps de la PNH soient animés des sentiments patriotiques résiduels, de mater, de châtier ces gangs criminels et leurs complices du gouvernement actuel, des brasseurs d'affaires et d'autres agents de l'économie criminelle. Sinon, le pire est à craindre dans les prochains jours.